Bonjour à tous, merci pour l'invitation. Je vais essayer de rapidement partager mon document. Je vais vous faire un résumé un petit peu de la question autour de la pollution plastique et de ses liens avec le jumeau numérique de l'océan ou les jumeaux, puisqu'en fait, il y a plusieurs initiatives qui existent. Alors, pour commencer, d'abord, je voudrais donner des éléments de contexte pour dire que, en fait, la pollution plastique, en l'espace de quelques années, c'est devenu un problème global très important, à la fois sur le plan social, sur le plan politique, sur le plan scientifique, bien évidemment, technique et autres, et puis sur le plan environnemental, le plus important. Ce qui est important, c'est que les données, en fait, elles sont nécessaires pour d'abord savoir un petit peu connaître la situation, ce qu'il y a dans l'océan, les quantités, par exemple, savoir d'où ils viennent, savoir quel est le devenir de ces déchets, est-ce qu'ils vont s'accumuler sur les fonds, est-ce que ça va augmenter dans le temps ou pas. Et puis, il y a tous les éléments qui sont pour, comment dire, aider à la gestion. Bien évidemment, toutes les mesures de réduction. Et puis, il y a un point qui est assez important pour les données qui concernent la pollution plastique, c'est l'efficacité des mesures de réduction, à savoir si on interdit, par exemple, des plastiques à usage unique, des sacs plastiques ou des bouteilles, comment va-t-on mesurer l'efficacité de la mesure si on n'a pas des mesures directement dans le milieu naturel et en particulier dans l'océan? Donc globalement, on a des quantités qui sont de plus en plus importantes. On est à 400 millions de tonnes de production annuelle de plastique, à peu près 20% qui vont dans la nature. De l'ordre de 8 millions de tonnes par an qui rentreraient dans l'océan. Alors évidemment, ce sont des modèles le plus souvent parce qu'on n'a pas toutes les données précises et donc c'est sujet à discussion, c'est pas tout à fait précis. Et euh, oui, et donc, comment dire, on n'est pas encore, si vous voulez, à un niveau où la situation est maîtrisée en termes d'évaluation des quantités. Alors, un petit historique rapidement pour comprendre un petit peu comment ça va évoluer et comment surtout l'évolution de la collecte des données a été faite sur ces dernières années. D'abord, au niveau de la gouvernance, il faut savoir que dès 2015, le G7 et en 2016, le G20 ont créé des plateformes concernant les déchets marins et on demandait, comment dire, qu'il y ait des bilans globaux qui soient faits avec la coordination faite par les Nations Unies pour l'environnement, l'UNEP ou le PNUE en français, de façon à avoir une image assez précise, comment dire, de la situation. La DECA de l'océan, dans la foulée, comment dire, a défini un indicateur dédié qui s'appelle l'objectif de développement durable 14.1.1, c'est la pollution plastique. Et puis le PNUE, le GPMS et le Global Partnership for Marine Litter qui a développé une plateforme et notamment une plateforme digitale pour commencer à organiser un petit peu les données. Il n'y a pas encore d'analyse, si vous voulez pousser comme le jumeau de l'océan le propose, mais malgré tout, comment dire, c'est une initiative qui est louable. Plus récemment, donc, enfin, ça a commencé en 2016 quand même, parce que ce sont des procédures qui sont très longues. Il y a des négociations qui ont commencé, enfin, la formalisation des négociations est arrivée fin 2022. Et fin 2024, on devrait arriver à un traité sur la pollution plastique. C'est en cours de discussion, c'est pas encore fait, mais on a quand même l'accord sur le principe de 173 pays qui devrait arriver à une convention sur le plastique, un peu sur le même modèle, comment dire, que la COP pour le climat, avec pour conséquence évidemment un besoin de données structurées et un petit peu comme pour le GIEC, si vous voulez, une plateforme qui est à créer, qui fait partie des négociations, la création de cette plateforme. Et donc, si vous voulez, un enjeu qui est assez important en termes de collecte de données et de mise en forme de ces données. Et puis, on a également donc, UN Océan qui aura lieu l'année prochaine avec l'évolution justement de cette surveillance et de la collecte de données au niveau global et de l'utilisation, notamment dans le cadre, ça a été présenté tout à l'heure par Pierre Bahurel, dans le cadre du jumeau de l'océan. Et donc, on a, si vous voulez, une tendance qui commence à structurer un petit peu le besoin et la collecte de ces données de façon à arriver à avoir des informations louables. Sur le plan scientifique, on a eu comment dire, des colloques scientifiques sur lesquels la surveillance globale a été discutée déjà. On a eu des ateliers sur comment dire, la qualité des données. On a eu sur la surveillance à proprement parler, sur les protocoles et sur les stratégies de surveillance. On a eu des rapports du GESAP, c'est-à-dire la Commission océanographique internationale, qui ont été effectués. Et puis, en 2019, le ministère de l'Environnement du Japon a décidé comment dire, de s'engager dans l'organisation d'une base de données mondiale sur les microplastiques en surface. Donc, dans le cadre du G20, c'est une plateforme G20, en fait, elle est pilotée par le ministère du Japon, elle implique des scientifiques et des experts, je participe d'ailleurs aux travaux de cette plateforme, elle s'appelle AOMI, elle a été annoncée aux scientifiques il y a quelques mois et officiellement annoncée, comment dire, pour les gestionnaires il y a simplement quelques semaines. Donc, elle mérite d'être citée parce que
comment dire, une source de données importante pour le jumeau de l'océan et toutes les initiatives de gestion des données plastiques. Alors, les études globales, en ce moment, il y en a beaucoup qui ont démarré, enfin beaucoup, il y en a quelques-unes qui ont démarré, je vais y revenir. Et puis, évidemment, l'initiative du jumeau l'océan, petit, enfin, je dirais un produit de la mission Océan et des discussions qui ont eu lieu parmi les spécialistes autour de la mission Océan pour arriver à cet outil qui devrait se développer d'ici peu. Alors, le contexte, il est comment dire, assez favorable. D'abord, les demandes justement d'initiatives globales comme G7, G20, les ODD, le traité plastique, on l'a dit, comment dire, des indicateurs qui ont été déjà définis, notamment il y a un besoin sur les plastiques flottants et microplastiques, il y a un besoin sur les plages, il y a un besoin sur les fonds marins, il y a un besoin également sur les impacts des déchets marins. C'est globalement les indicateurs qui sont demandés en termes d'évaluation d'état d'environnement. On a déjà des études qui ont été réalisées. Alors, elles ne sont pas toutes, comment dire, abouties parce que travailler au niveau de l'océan, évidemment, c'est pas travailler au niveau d'un atoll. C'est-à-dire qu'il faut beaucoup de données, beaucoup d'investissements. Et donc, ça se fait petit à petit dans la durée. C'est quelque chose qui est assez lourd à gérer. Et enfin, donc, ce qui est intéressant également, c'est que la pollution plastique, en fait, a été très rapidement intégrée comme composant du jumeau de l'océan parce que la demande sociale était particulièrement conséquente. Donc, les données, il y en a quelques-unes qui existent. Le principe du jumeau, je ne vais pas rentrer là-dedans de nouveau, mais globalement, entre les données de plastique et puis les données de courant, enfin, les algorithmes, si vous voulez, la modélisation, les vagues, les marées, les vents et autres, on arrive à composer avec les deux, si vous voulez, pour arriver un petit peu à prédire comment ça se passe. Donc, il y a plusieurs initiatives qui existent déjà pardon, au sein du jumeau. Donc, Pierre Bahuren en a présenté une tout à l'heure avec l'exemple du Costa Rica, c'était très intéressant. Et puis, donc, il y en a d'autres qui existent, la circulation mondiale et autres. Mais malgré tout, si vous voulez, on a un besoin de données qui est assez fort parce qu'on travaille à l'échelle de l'océan, parce que les problèmes peuvent être également locaux et quand on doit resserrer, si vous voulez, faire des focus comme ça sur certaines zones pour des raisons qui sont environnementales. Et donc, il y a vraiment un besoin très, très, très important. Alors, les programmes de recherche, il y en a eu plusieurs. Je ne vais pas rentrer dans le détail parce que ce n'est pas l'objet de l'atelier aujourd'hui, mais comment dire, on a à partir de milliers de données, de collectes de données qui sont harmonisées, c'est-à-dire on standardise un petit peu comment dire, le rapportage par rapport aux échantillonnages qui sont faits. Et avec plusieurs milliers de données, ou plusieurs dizaines de milliers de données, on arrive à avoir une distribution. On arrive, vous voyez en haut à droite, par exemple, des échouages qui sont prédits ou des zones d'échouage qui sont. Alors c'est global, évidemment, c'est pas très précis. On peut avoir beaucoup plus précis, ça existe. Par contre, sur des modélisations qui sont locales, ça n'a pas été dit tout à l'heure, mais des modélisations qui sont locales, c'est plus complexe parce que c'est beaucoup plus turbulent. La conformation du fond, la météo, les apports des fleuves et autres, ça perturbe complètement la circulation. Et donc, les phénomènes ne sont pas, si vous voulez, permanents. Et c'est difficile d'avoir des prédictions qui sont, ça a été dit, hein, la difficulté des prédictions, mais c'est difficile d'avoir des prédictions qui sont, comment dire, correctes, quoi. Voilà. Alors, ça permet d'avoir des chiffres. Alors, je ne vais pas rentrer dans les chiffres. Les dernières évaluations, on est de l'ordre de à peu près 24 000 milliards, 24 trillions de microplastiques qui flottent à la surface de l'océan, d'où l'intérêt, si vous voulez, de travailler sur ces données-là. On a également des travaux qui concernent, par exemple, l'accumulation dans les canyons, sur plusieurs centaines de canyons dans le monde. C'est un des articles qui a été publié il n'y a pas longtemps. Il y a eu sur les récifs coralliens également, avec des données sur le Pacifique Sud, y compris d'ailleurs la Polynésie française, sur les déchets qui se retrouvent, qui sont, comment dire, sur les fonds des atolls. Et puis, un exemple assez intéressant, si vous voulez, d'une initiative du Jamstec au Japon, c'est aussi la zone Pacifique, qui a compilé les données sur plus de 5000 plongées, avec un positionnement des déchets en plastique, comment dire, individuels. C'est-à-dire que chaque déchet qui a été observé par des sous-marins, y compris à 4000 mètres de fond, si vous voulez, a été positionné. Alors, c'est difficile sur le plan scientifique de voir la portée d'un tel travail, parce que avec les courants sous-marins, un plastique, il peut être déplacé en l'espace de quelques heures, de plusieurs dizaines de mètres, voire plusieurs centaines de mètres. Et donc, si vous voulez, c'est un investissement qui est excessivement lourd, mais ça montre surtout qu'on peut avoir des informations assez, comment dire, conséquentes, sans aller jusque-là, ce qu'ont fait les Japonais, c'est en haut à gauche, hein, l'article est en haut à gauche, on peut avoir des informations conséquentes sur l'état des fonds, et ça, c'est quelque chose qui est très important. Alors, les gens qui commencent à traiter les données, ce n'est pas simplement des modèles de distribution. L'exemple qui a été montré, par exemple, tout à l'heure sur le Costa Rica, ça montrait comment se dispersent les déchets à partir d'une source. Donc ça, c'est un point, comment dire, assez important. Mais c'était également l'exemple qui est donné à gauche, si vous voulez, c'est un article qui a été publié il y a très peu de temps,
qui montrent qu'à partir des données qu'on a, on peut essayer de comprendre le cycle du plastique dans l'océan et les interactions qu'il peut y avoir entre la surface et les fonds, quel type de déchets se retrouve en surface, quel type se retrouve à la côte, quel type se retrouve sur les fonds près de la côte ou alors très au large, et on s'aperçoit que ben, selon les lieux, si vous voulez, c'est pas le même type de déchets, c'est des déchets liés à la pêche, ce sont des déchets qui sont liés à des plastiques à usage unique et autres, et donc ça, ce sont des informations qui peuvent être importantes pour les gestionnaires, et c'est pas simplement, ce que je veux dire, c'est pas simplement de la dispersion par les courants. Un jumeau numérique, ça doit être aussi, si vous voulez, la possibilité d'analyser dans le fond ce type de données de façon à essayer de voir quelle information on peut tirer de ces milliers de mesures qui ont été réalisées. Voilà. Alors, il y a un enjeu qui est assez particulier, c'est celui de la pollution sur les fonds. La raison, c'est que plus de 90% de la pollution plastique, on s'aperçoit maintenant qu'elle est sur les fonds marins. Elle n'est pas ni sur les plages, elle n'est ni sur les plages, elle n'est ni en surface, mais principalement sur les fonds. Sur les fonds. Et donc, l'idée qui est en train de se structurer actuellement, on a des exemples de travaux qui ont été faits, des publications scientifiques et autres, mais l'idée, c'est de structurer, si vous voulez, une collecte de données à partir de l'ensemble des plongées, qu'elles soient de sous-marins, de ROV, enfin des sous-marins téléopérés, si vous voulez, ou bien de plongeurs dans les aires marines protégées. Donc, ça peut concerner les lagons Moorea, par exemple, Tetiaroa et autres, si vous voulez. À partir du moment où le rapportage des données se fait sur des protocoles qui sont standardisés, à ce moment-là, on peut imaginer, si vous voulez, avoir une base de données globale sur l'ensemble des données qui sont sur les fonds. Alors, l'intérêt de cette approche-là, c'est que les pays qui ont les moyens, par exemple la France avec son sous-marin Nautil, ou bien le Jamstec au Japon avec les sous-marins, les États-Unis et autres, ou bien tous les pays que maintenant, de plus en plus, y compris l'Inde, le Brésil et autres, avec des ROV, sont capables d'aller très profond si vous voulez avoir des données, enfin, des images vidéo. Toutes les campagnes qui sont faites, si vous voulez, peuvent être utilisées pour alimenter une base de données globale. Et en particulier, on a eu des campagnes dans le Pacifique, par exemple, l'Ifremer a eu des campagnes dans le Pacifique avec des sous-marins, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, par exemple, dans des fosses et autres. Bah, typiquement, si vous voulez, l'analyse de ces images-là permet d'alimenter une base de données dès lors que les données seront intégrées dans la base de manière similaire, quelles que soient les plongées. Et donc, à terme, on pourrait, par itération, comme ça, arriver à avoir une base de données assez conséquente et avoir des informations sur l'évolution dans le temps. Et c'est en fait ce qu'on est en train de discuter dans le cadre de l'UNOC 2025 avec donc la plateforme France 25 qui était en support à l'organisation, et puis là maintenant avec des gens comment il s'appelle, Patrick Vincent, qui est l'ancien directeur de l'IFREMER et qui maintenant est rattaché à Mercator, l'UNOC 25, de façon à essayer de voir si on peut structurer une telle base de données en récupérant des données de différentes plongées du monde entier. Alors, on a également, peut-être plus dans le futur, un besoin de données sur les microplastiques dans les fonds marins, tout simplement parce qu'on s'aperçoit de plus en plus que si un compartiment dans lequel les quantités augmentent le plus, c'est probablement les fonds marins. Plus que sur les plages, plus que sur les fonds. Alors, il y a un turnover, il y a des régions, si vous voulez, notamment les régions éloignées, ou en Arctique, par exemple, ou sur certaines îles de Polynésie, où il y a des quantités qui sont assez conséquentes qui arrivent, et malgré tout, la plupart des plastiques, si vous voulez, à un moment ou à un autre, vont couler, se retrouver sur les fonds, et on a des preuves formelles, si vous voulez, que dans certaines zones, il y a une augmentation qui est assez caractéristique, qui est liée à l'utilisation de plus en plus marquée du plastique. Donc c'est un compartiment, si j'ose dire, qui devrait dans le futur intéresser la communauté scientifique et bien entendu après le jumeau et les gestionnaires parce que c'est important. Alors les gens qui travaillent sur la surveillance, outre les travaux de scientifiques dont je viens de parler, on travaille également sur une surveillance qui est comment dire, plus rigoureuse, plus formelle, avec des protocoles beaucoup plus stricts. Il y a des exemples qui marchent très, très bien. Et notamment les conventions des mers régionales. Alors, les conventions des mers régionales, c'est le SPREP, par exemple, pour le Pacifique, c'est la convention de Carthagène pour les Caraïbes, c'est la convention de Barcelone pour la Méditerranée et autres, ont des plans d'action régionaux, notamment sur la pollution plastique, sur les déchets marins et sur la pollution plastique, et ils ont des plans de surveillance. Et à partir du moment où ils harmonisent, si vous voulez, leur protocole, ça veut dire qu'à l'échelle globale, on peut imaginer avoir des données pour les conventions des mers régionales sur les plages. On peut également, ce que je vous ai montré, avoir des données sur les plastiques flottants, sur les fonds, on peut avoir des données sur les déchets ingérés et autres. Et quand on regarde un petit peu la portée, si vous voulez, des mesures qui sont faites, notamment l'intérêt sur le plan politique, par exemple, est-ce que ça peut donner des informations sur le tourisme? Est-ce que ça peut donner des informations sur la salubrité des produits de la mer qu'on mange, si vous voulez? Est-ce que ça peut donner des informations sur la santé, sur les plages, par exemple? Il faut savoir qu'il y a de nombreuses blessures qui sont liées à la présence de déchets, seringues ou verres ou des choses comme ça. Et donc, en fait, selon les données qu'on collecte et qu'on mesure, l'information qu'on en tire, si vous voulez, est très, très, très différente. Et on s'aperçoit que ce qui porte le plus en termes de gestion environnementale, ce sont les déchets sur les fonds.
avoir des informations sur les déchets sur les fonds, c'est probablement avoir le plus d'informations en matière de gestion, pour des raisons simplement de, comment dire, de lien avec des activités. Par exemple, la pêche, évidemment, c'est surtout en mer. Les déchets vont aller principalement sur les fonds. Et si on veut avoir des informations sur l'impact de la pêche, ça sera quasiment exclusivement en allant, alors sauf localement, bien évidemment, mais ça sera quasiment exclusivement en allant sur les fonds. Voilà. Alors, on a également des protocoles, je ne vais pas rentrer dans le détail. Donc, le ministère du Japon sur les microplastiques a proposé un protocole standardisé. La Commission européenne, dans le cadre de la directive européenne, a proposé des protocoles standardisés. Il y a des gens qui travaillent maintenant sur l'amélioration de ces protocoles de façon à les rendre beaucoup plus rigoureux. Donc, on introduit des notions de TRL et comment dire, de niveau technique suffisant pour être, comment dire, utilisé et généralisé. Enfin, bref, il y a tout un ensemble de procédures sur la qualité et de bonnes pratiques pour arriver à quelque chose qui soit cohérent au niveau mondial. Alors, contrairement à ce qui a été dit tout à l'heure, si vous voulez, dans le cas des déchets marins, de la pollution plastique, avoir un jumeau qui soit propre à la Polynésie, c'est utile pour les algorithmes de traitement des données, par exemple, sur la modélisation, sur le transport par les courants et autres, les échouages, mais par contre, ça l'est moins sur les données elles-mêmes, parce que la tendance est quand même d'avoir des protocoles qui soient harmonisés au niveau mondial pour des questions de comparaison. Et ça, c'est important, si vous voulez. Et donc, il faut faire la part des choses entre la portée d'un jumeau qui serait propre à une région dans le monde, notamment le Pacifique, par exemple, et voir le Pacifique Sud, et puis le besoin, si vous voulez, d'avoir des données qui soient globalement les mêmes, quel que soit le, voilà. Alors, qui fait quoi? Eh bien, évidemment, il y a beaucoup d'acteurs. Donc, il y a des institutions scientifiques qui ont des travaux à large échelle. Il y a des plateformes nationales, comment dire, des réseaux de surveillance qui existent dans certains pays. Je pense par exemple au CSIRO en Australie, qui a une surveillance, ou la Chine, par exemple, la SOA, qui a des réseaux de surveillance qui sont très performants, avec beaucoup de données qui sont collectées. On a des grandes plateformes, on a des grandes organisations non gouvernementales qui sont très efficaces sur certains domaines. Par exemple, UCC, c'est l'International Coastal Cleanup, qui a des données sur les plages dans le monde entier, dans énormément de pays, si vous voulez, qui a des analyses assez élaborées pour donner des informations sur la typologie des déchets. AWAR, c'est un projet avec des collectes de données dans les ports, c'est fait par des plongeurs, ça marche très très bien, il y a des publications scientifiques de qualité qui sont données et ça peut alimenter un jumeau numérique. GhostNet, c'est sur les filets qui sont perdus, parce que c'est le déchet qui a le plus d'impact sur l'environnement. Et puis on a des plateformes régionales comme les plateformes, les conventions des mers régionales, j'en ai parlé tout à l'heure, donc la convention de Carthagène, Barcelone et autres, la directive cadre, des institutions scientifiques à grande échelle au niveau régional comme ICIS, PAICIS, CIUSM en Méditerranée et autres. Et chacun, si vous voulez, essaye d'apporter quelque chose à l'ensemble et pour arriver petit à petit à structurer ces données. C'est pas facile, mais c'est un enjeu qui, comment dire, qui se dessine maintenant, si vous voulez, et qui va mobiliser probablement à la fois les scientifiques, mais également et donc le jumeau de l'océan, bien évidemment, aura un rôle très important à jouer pour organiser toutes ces données ensemble. Alors là, ce qui est en bas à droite, en fait, c'est les différentes conventions des mers régionales qui existent. Donc la convention d'Abidjan, par exemple, la convention de l'océan Indien, Westpac pour le West Pacifique, le SPREP, on en a parlé tout à l'heure et autres. Et vous voyez bien que si chaque convention des mers régionales a un programme de surveillance harmonisé avec les autres et une collecte de données, à ce moment-là, on peut avoir une couverture globale, ce qui est en train de se décider, par exemple sur les plages, avec des données qui ont c'est pas encore généralisé, si vous voulez, mais on a bien avancé dans la couverture au niveau de l'ensemble du littoral des différents continents. Voilà. Alors, là où on en est, si vous voulez, en termes de données, quelques exemples de données structurées. Alors, il faut faire la différence entre des programmes de recherche, où ce sont des instituts qui vont analyser comment dire, des données parce que c'est important pour comprendre, si vous voulez, et puis des réseaux de surveillance et des mesures régulières qui vont alimenter des systèmes, si vous voulez, d'analyse comme le jumeau de l'océan. Et donc là, ce sont différents exemples. Vous avez en haut à droite, c'est la Emotnet. Donc, c'est la base de données qui gère les données. Là, il y a deux exemples sur les plages et sur les fonds de déchets qui sont récupérés par chalutage. Et donc, c'est un exemple qui marche bien, c'est à l'échelle régionale. Ça alimente déjà comment dire, le jumeau de l'océan. Il en a parlé tout à l'heure, Pierre Baruel en a parlé en mentionnant les travaux qui sont faits avec Emodnet. Donc, vous avez en bas à droite, c'est la NOAA. Alors, c'est une approche un peu différente. Ce sont des analyses de publications scientifiques desquelles ils tirent des données qui sont structurées et harmonisées, qui leur permettent d'avoir une cartographie, si vous voulez. Alors, c'est autour des États-Unis pour cette raison-là. Et puis, il y a cette base de données qui est assez originale dans sa démarche, mais qui finalement
tient la route et donc avec des éléments de contexte comme la plateforme du G20, un besoin comme le traité plastique, si vous voulez, et puis la possibilité de traiter ces données-là avec Mercator, le jumeau de l'océan. Cette base de données qui a été pilotée par le ministère du Japon, qui s'appelle Aomi, qui a été donc rendue publique récemment. Typiquement, c'est un exemple de ce que sera le futur en matière de collecte des données. Dans ce cas-là, il y a une contrainte en termes de fourniture de données, mais tout le monde peut y participer. C'est ouvert, si vous voulez. Et donc, les données qui existent en Polynésie, il y en a quelques-unes. Il y a des analyses en cours à l'UPF pour certaines îles. À l'IFREMER, il y a eu également. Il y a eu déjà des analyses qui ont été faites à l'UPF. Donc, sur la Polynésie française, ça existe. Sur les autres îles du Pacifique, il y a des travaux qui sont en cours. Et donc, il suffit simplement à un moment ou à un autre que les scientifiques mettent en forme leurs données de façon à ce que ce soit compatible avec la base, que ce soit intégré. Et on devrait arriver, comment dire, à avoir une vision qui sera de plus en plus réaliste. C'est le besoin qui a été exprimé par Pierre Bahurel tout à l'heure. Et puis de répondre, si vous voulez, à une demande à la fois pour le traité plastique et du fait que comment dire, le besoin est de plus en plus important, à la fois en matière de données, en matière d'information, de manière plus générale. Donc, il reste à travailler sur la gouvernance. Donc, le jumeau numérique, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais ce que je veux dire, c'est que le jumeau numérique a un rôle très, très, très important à jouer parce qu'il peut, techniquement, il peut, si vous voulez, alors il y a une autre initiative qui s'appelle la Digital Platform pour la pollution plastique des Nations Unies, basée à Nairobi. Ils ont un programme. Donc, il y a un lien qui est fait. Le jumeau numérique lui-même, via Mercator, a déjà un groupe dans lequel il y a tout un ensemble d'experts qui commencent à travailler sur la coordination. Mais ça veut dire qu'on arrive, comment dire, à avancer dans ce domaine-là. Et puis, comment dire, utiliser les données existantes. Il y a déjà des centres de données, j'en ai parlé, les CMR et le microplastique et autres, si vous voulez. Et il reste cette coordination à mettre en place pour avoir comment dire, une collecte organisée à la fois pour supporter le traité plastique. Je sais que le ministère de l'Environnement, dans le cadre de l'UNOX, si vous voulez, a engagé des discussions. Donc, j'ai été associé à ces discussions-là, si vous voulez, pour éventuellement organiser cette plateforme globale qui intégrerait l'ensemble des données. Typiquement, pour la gestion opérationnelle, je pense que le jumeau de l'océan sera probablement l'outil, si vous voulez, qui pourra être utilisé parce que ça apportera quelque chose. Restent les données, comment dire, la composante pacifique, si j'ose dire, de l'océan, du jumeau de l'océan. Pour la pollution plastique, bah, typiquement, on a des données, il y a des bonnes données, si vous voulez, il en existe dans plusieurs atolls, mais elles sont insuffisantes pour couvrir l'ensemble de l'océan Pacifique. Évidemment, il faudra beaucoup plus. Il faudra travailler sur les modèles de façon à mieux comprendre le devenir. Alors ça peut être typiquement, si vous voulez, puisque c'est un outil qui sera régional. Ça, je pense que c'est quelque chose qui tient la route. Et puis, il faudra à un moment ou à un autre prendre compte des problèmes qui sont spécifiques à l'insularité. C'est non seulement propre à la Polynésie, mais c'est même au niveau des Nations Unies, si vous voulez, un problème qui est récurrent parce qu'il y a beaucoup d'États qui sont en fait des îles, surtout dans le Pacifique d'ailleurs, et avec des problèmes qui sont caractéristiques en termes de pollution plastique, les déchets sauvages, l'abandon par exemple sur certaines plages, les déchets liés à la pêche, notamment les DCP, c'est le cas en Polynésie avec des échouages de DCP qui sont perdus par les flottes chinoises, coréennes ou japonaises, la perliculture qui est un problème qui est plus local, plus régional, mais qui est quand même une source de déchets importante, et puis les bateaux abandonnés, c'est un problème qui est pris en charge par l'Organisation maritime internationale. Moi, je suis associé à des travaux sur cette question-là actuellement. Et donc, on s'aperçoit, j'en ai discuté avec Lionel il y a quelques mois, que les quantités sont assez importantes. Je crois que rien que pour la Nouvelle-Calédonie, c'est plus de 6000 bateaux qui sont échoués. En Polynésie, ce sont des VAA, par exemple, qui sont abandonnés sur les ports, ou bien des voiliers qui restent au Tuamotu, qui sont, les gens enlèvent même les marques, si vous voulez, parce que comment dire, pour ne pas être repéré, identifié après, si vous voulez. Et donc, les premiers bilans qu'on a actuellement, c'est de l'ordre de 500 000 tonnes de plastique, si vous voulez, uniquement sur des bateaux abandonnés dans le monde. Donc, vous voyez que c'est une vraie question. Et la Polynésie n'y échappe pas parce que c'est un pays où il y a beaucoup à la fois de plaisance de pêche et autres, si vous voulez, et même d'activités sportives. Et donc, ça fait partie des problèmes qui sont caractéristiques de la Polynésie française. Voilà, je vous remercie.